Ils croyaient arrêter un simple camion de ciment perdu dans la poussière du Sahel. Quand le couvercle métallique s'est levé, la routine a basculé vers une matière grise, dense, capable de contaminer une rivière, d'anéantir un village, de faire vaciller un pays. Comment quelques barils sans logo peuvent-ils décider du souffle d'une nation, du pari d'Ibrahim Traoré et du droit de respirer sans peur? Soudain, la frontière n'était plus une ligne, mais une peau tendue. La promesse d'Ibrahim Traoré était simple: tenir la ligne sans dépendre de personne. Ce n'était pas seulement une question de sécurité, mais une promesse de souveraineté pour un Burkina Faso fatigué par les coups d'État et les tensions internes. Mais cette promesse n'était pas sans risque. Si un simple camion pouvait transporter des substances capables de détruire des vies, cela signifiait que la frontière n'était plus juste une ligne sur une carte. Elle devenait l'arrière-garde de la nation. Comment cette promesse, née de la discipline, pouvait-elle résister aux pressions internes et externes qui se faisaient de plus en plus fortes? Le moment décisif est arrivé lorsqu'un détail presque imperceptible a été découvert: une date d'expédition erronée décalée de 7 jours. Cette anomalie a permis de relier l'affaire à un réseau plus vaste. Ce n'était pas simplement un faux document, mais une brèche dans un système bien organisé. Les inspecteurs ont rapidement compris que ce qu'ils avaient entre les mains n'était pas qu'une simple fraude douanière, mais une menace plus grave. L'enquête a révélé des itinéraires répétitifs, des chauffeurs réguliers et des cargaisons suspectes transportées sans destination claire. Les barils sous les sacs de ciment ont révélé un secret bien plus sombre: des produits chimiques et des explosifs destinés à des fins destructrices. La prise de conscience a été brutale. Ce réseau, jusque-là invisible, avait infiltré le pays. La frontière, que beaucoup croyaient protéger, n'était en réalité qu'un simple filtre face à une menace grandissante. Awa et Karim étaient les premières pièces du puzzle à avoir compris la gravité de la situation. Leur mission n'était pas seulement de contrôler des camions, mais de percer le voile qui dissimulait un réseau tentaculaire, bien plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé. Ils ont commencé à suivre discrètement les convois, observant les habitudes des chauffeurs et des camions. Chaque détail semblait anodin, mais c'était dans ces détails qu'ils ont trouvé les premières preuves: des trajets réguliers, des chargements identiques, des camions qui passaient au même moment, sans aucune explication claire. Le duo a découvert que les autorités avaient souvent ignoré ces passages, prenant pour acquis que tout était en ordre. Mezawa savait que la vérité résidait dans les silences, dans ces gestes discrets mais significatifs. En traçant la route de ces convois, elle a vu se dessiner un réseau de contrebande, où chaque barreau de la frontière était un maillon d'une chaîne qui traversait plusieurs pays. Le problème n'était pas la fraude, mais la capacité du réseau à passer inaperçu, à se faufiler dans les failles du système. L'activation de l'opération s'est faite sans éclat, presque imperceptiblement. Awa et Karim, après des semaines de surveillance minutieuse, ont intercepté un convoi. Ce n'était pas un simple contrôle, mais un acte stratégique. Leur objectif était de confirmer ce qu'ils avaient suspecté: que ce réseau était bien réel, qu'il avait une structure et qu'il représentait une menace systémique. Leurs actions ont révélé que le trafic n'était pas seulement économique, mais qu'il avait des ramifications politiques et sécuritaires plus profondes. En saisissant un seul véhicule, ils ont découvert des barils scellés contenant des substances chimiques et des explosifs. Ces produits ne servaient pas à la construction, mais à des fins beaucoup plus sombres. Cette interception a marqué un tournant. Mais ce n'était que le début. Ce n'était pas un simple réseau de contrebande, mais un mécanisme bien huilé, prêt à exploiter chaque faille du pays. Il ne s'agissait pas seulement de protéger une frontière, mais de préserver l'intégrité du pays tout entier. La pression montait si ce système n'était pas démantelé.
Il aurait pu empoisonner des régions entières, comme un virus lent mais fatal. Cette prise de décision a été capitale et Ibrahim Traoré a compris que l'action n'était plus seulement une question de sécurité, mais de survie pour le pays. Les preuves recueillies lors de l'interception du convoi ont rapidement révélé l'ampleur de la menace. Trois éléments clés ont été mis en évidence: les explosifs, le cyanure et les faux médicaments. D'abord, les explosifs, 2 à 3 tonnes, soigneusement dissimulés dans des barils métalliques. Ces matériaux, d'une instabilité extrême, auraient pu provoquer une explosion en chaîne capable de détruire un large périmètre. Ce stock était presque le double de celui intercepté 6 mois plus tôt, une montée en puissance inquiétante du réseau. Ensuite, le cyanure, les 1 tonne d'une pureté exceptionnelle, bien au-delà des normes industrielles. Cette substance, si elle avait été dispersée dans une rivière, aurait pu empoisonner des communautés entières en quelques heures. L'intention n'était pas économique, mais clairement offensive. Enfin, les faux médicaments. 780 caisses contenant des médicaments falsifiés destinés aux hôpitaux ruraux. Ces produits contenaient des doses de craie et d'arsenic, des substances potentiellement mortelles, surtout dans des zones où les contrôles étaient rares. Ces éléments ont prouvé que ce réseau n'était pas une simple fraude douanière. Il s'agissait d'une menace bien plus grave avec des implications pour la sécurité nationale et la santé publique. Le pays était face à une guerre invisible menée par un réseau de trafiquants organisés et impitoyables. Les objections à l'approche de souveraineté interne d'Ibrahim Traoré ne tardèrent pas à surgir. Les critiques notamment de certains analystes et observateurs internationaux, soutenaient que le Burkina Faso, un pays déjà fragilisé par des crises internes, ne pourrait pas maintenir cette rigueur sans soutien extérieur. Ils arguaient que les infrastructures douanières étaient trop faibles et que l'isolement du pays risquait de créer un vide sécuritaire qui pourrait profiter aux groupes terroristes ou aux réseaux de contrebande voisins. Cependant, ces critiques ne prenaient pas en compte la réalité sur le terrain. En 6 mois, les flux de contrebande avaient chuté de 48%, ce qui montrait que la stratégie de vigilance interne, bien qu'extrêmement exigeante, portait ses fruits. L'approfondissement de la formation des officiers et la mise en place de nouvelles méthodes de surveillance ont renforcé la capacité de contrôle du pays et non son affaiblissement. Une autre objection pointait l'idée qu'une surveillance uniquement locale pouvait mener à un isolement géopolitique. En se concentrant sur ses propres forces, le Burkina Faso risquait de négliger les menaces extérieures, notamment les réseaux de trafic qui transitaient par le Mali ou le Niger. Là encore, la réalité de terrain contredisait cette analyse. Les patrouilles mixtes impliquant à la fois des militaires et des civils ont permis de maintenir une vigilance active tout en renforçant les relations bilatérales avec les pays voisins. Ainsi, loin d'aboutir à un affaiblissement, cette approche a permis au Burkina Faso de reprendre progressivement le contrôle de ses frontières et de démontrer que la souveraineté pouvait être renforcée par la discipline et la coopération interne, sans nécessairement dépendre de forces extérieures. Le tournant dans l'opération est survenu lorsque les inspecteurs ont découvert les faux médicaments. Ce détail, initialement perçu comme secondaire, allait bouleverser la perspective de l'enquête. Les caisses contenant des médicaments falsifiés destinés aux hôpitaux ruraux ont révélé une dimension nouvelle de la menace. Ce n'était plus seulement une question de sécurité frontalière, mais de santé publique et de survie pour les populations vulnérables. Le constat était accablant. Ces produits, potentiellement mortels, auraient été distribués dans des zones où l'accès aux soins est déjà limité. Des enfants, des personnes âgées et des malades auraient été les premières victimes de cette opération. Ce réseau, bien plus sophistiqué et dangereux que prévu,
ne se contentait pas de trafic illégal. Il visait à empoisonner une partie de la population la plus fragile du pays. Cette découverte a marqué un tournant dans l'opération. L'enquête n'était plus seulement une question de saisir des cargaisons suspectes ou d'arrêter des criminels, mais de démanteler un réseau de sabotage interne dont les conséquences allaient bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La révélation des médicaments falsifiés a ainsi fonctionné comme un pivot, modifiant radicalement l'objectif de l'opération. Il ne s'agissait plus simplement de sécuriser les frontières, mais de protéger la vie même des citoyens, en particulier ceux qui étaient déjà les plus exposés à la négligence et à l'exploitation. Les répercussions de l'opération ont rapidement déstabilisé le réseau. L'impact fut particulièrement marqué dans quatre domaines clés: l'État, les entreprises, les citoyens et la région. Pour l'État, la première conséquence visible fut la réorganisation rapide des postes frontaliers et des contrôles internes. La corruption, longtemps ancrée dans les structures douanières, a diminué de manière significative, car les agents étaient désormais mieux formés et mieux surveillés. La cohésion interne a été renforcée, et la confiance du peuple dans ces institutions a recommencé à croître. Du côté des entreprises, les circuits de distribution ont commencé à se stabiliser. Les produits légaux, jadis éclipsés par les marchandises de contrebande, ont regagné des parts de marché. Les transporteurs légaux ont vu leurs marges se stabiliser et leurs entreprises prospérer grâce à un environnement plus sécurisé. Pour les citoyens, la perception de la sécurité a radicalement changé. Les populations locales ont commencé à se sentir protégées. Les jeunes des zones frontalières, autrefois plus enclins à participer au réseau de contrebande, ont commencé à s'impliquer dans des activités légales. Enfin, à l'échelle régionale, l'effet Traoré a attiré l'attention des pays voisins. Si certains ont salué l'exemple du Burkina Faso, d'autres ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact de cette nouvelle approche sur les relations bilatérales. Pourtant, la réalité était claire. L'isolement n'était pas une faiblesse, mais une stratégie renforcée par la solidarité interne. Les 12 prochains mois au Burkina Faso s'annonçaient cruciaux, et trois scénarios principaux ont été envisagés pour l'avenir de la stratégie de souveraineté renforcée. Dans le scénario de base, la situation resterait stable mais vigilante. Les postes frontaliers continueraient à appliquer les mesures mises en place au cours des derniers mois. La contrebande, bien que toujours présente, serait significativement réduite et les relations avec les pays voisins resteraient principalement axées sur la coopération locale. Le pays continuerait à avancer à un rythme modéré mais résistant. Les projections laissaient entrevoir une diminution continue des flux illégaux d'environ 15% par semestre. Dans le scénario optimiste, la dynamique de coopération régionale pourrait se renforcer. Le Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à adopter des stratégies similaires, créant ainsi un réseau de surveillance et de vigilance partagée. Des accords bilatéraux pourraient se multiplier avec le Mali et le Niger, facilitant le partage de renseignements, l'entraînement conjoint et des patrouilles coordonnées. Cela pourrait conduire à une résurgence des circuits légaux et à un renforcement de l'économie locale, avec une croissance estimée de 10% dans certaines zones. Le scénario défavorable, en revanche, impliquait une lente érosion de la discipline. Si une crise économique ou des pressions politiques internes venaient à détourner l'attention du gouvernement, les réseaux de trafic risqueraient de se réactiver. Les pertes seraient alors plus silencieuses, progressant de manière insidieuse à travers les zones rurales avant d'atteindre les villes. Dans ce cas, la souveraineté intérieure serait mise à l'épreuve, mais pas nécessairement perdue. La clé de l'avenir résidait dans la capacité à maintenir la discipline sans relâche. La question n'était pas ce qui allait arriver, mais ce que le pays devait continuer à faire pour éviter une dérive. Ce n'était pas l'isolement qui comptait,
mais la cohésion et l'engagement des populations locales à rester vigilantes. L'impact de l'opération s'est ressenti à trois niveaux principaux, chacun d'eux représentant un cercle de transformation qui allait bien au-delà de la sphère politique et sécuritaire. Le premier cercle, celui des communautés rurales, a connu des changements plus visibles. Les anciennes routes de contrebande, souvent empruntées par les jeunes, ont progressivement été remplacées par des circuits légaux. L'intégration des anciens contrebandiers dans des initiatives légales, comme les patrouilles mixtes ou les formations de sensibilisation, a contribué à cette transition. Dans les villages, la notion de sécurité n'était plus un concept abstrait imposé par l'État, mais une responsabilité partagée par tous. La confiance dans les forces locales a augmenté et le sentiment de protéger la frontière est devenu un engagement de chaque habitant. Dans les villes, les effets ont été plus subtils mais tout aussi profonds. Les entreprises locales ont retrouvé une certaine stabilité. Les marchés, moins saturés par les produits illégaux, ont vu un retour de la confiance. Les petits commerçants, autrefois poussés à se tourner vers les réseaux informels, ont commencé à prospérer grâce à un environnement plus sûr. Les institutions publiques, souvent perçues comme corrompues, ont retrouvé de la légitimité. Le pays semblait renouer avec une forme de normalité après des années de crise. Le dernier cercle, celui des jeunes urbains, était peut-être le plus difficile à atteindre. La jeunesse, souvent sceptique face aux récits officiels, a eu besoin de plus de temps pour adhérer à cette nouvelle vision. Cependant, à travers des programmes éducatifs et des actions concrètes de terrain, certains jeunes ont commencé à participer activement à la surveillance des frontières, à la cartographie des flux de contrebande et à des initiatives de sensibilisation. Cette génération a commencé à comprendre que la sécurité n'était pas un produit de l'État seul, mais une tâche collective. Ces trois cercles se sont peu à peu interconnectés, renforçant la cohésion nationale et donnant une nouvelle direction au pays, celle d'une souveraineté ancrée dans la participation de tous, dans la vigilance quotidienne et dans l'engagement à long terme. La réponse à la crise n'a pas été immédiate, mais a pris forme progressivement à travers des actions concrètes et mesurables. La première étape cruciale a été la centralisation du renseignement. Les postes de douane ont été connectés à une base de données commune, permettant ainsi un suivi en temps réel des cargaisons suspectes. L'objectif de cette mesure était clair: réduire le temps de détection des anomalies de moitié. En 3 mois, ce système a permis une amélioration significative de l'efficacité des contrôles et les réseaux de contrebande ont été de plus en plus repoussés. La deuxième étape a été la mise en place de programmes d'éducation civique. Dans les 42 villages frontaliers, des formations ont été organisées pour sensibiliser la population locale aux dangers de la contrebande et à l'importance de la vigilance. Les résultats ont été visibles rapidement. Le nombre de signalements d'activités suspectes a augmenté de manière significative et les habitants ont commencé à prendre une part active à la sécurité de leur communauté. Ensuite, la coopération civile-militaire a été renforcée. Des patrouilles mixtes composées à la fois de militaires et de civils ont été déployées dans les zones les plus sensibles. Cette collaboration a permis de réduire le temps de réponse aux alertes de plusieurs heures à moins de 40 minutes. Ce modèle de vigilance partagée a non seulement amélioré la sécurité, mais a également renforcé les liens entre l'État et les communautés locales. La quatrième étape a été la réinsertion économique des anciens contrebandiers. Grâce à des microcrédits agricoles, plusieurs centaines d'anciens contrebandiers ont pu lancer des projets légaux et améliorer leurs conditions de vie. Cette réinsertion a non seulement réduit la pression sur les ressources naturelles, mais a aussi contribué à la stabilisation économique du pays. Enfin, la dernière étape a été l'évaluation indépendante des progrès réalisés. Chaque trimestre, un rapport a mesuré trois critères clés: le nombre d'incidents évités,
la participation des communautés locales et la confiance du public dans les institutions. Les résultats ont montré que la sécurité ne se mesurait plus en termes de répression, mais par le sentiment de sérénité retrouvé parmi les citoyens. Les conséquences de cette opération se sont pleinement ressenties lors du dernier bilan, un bilan teinté d'émotion. Ibrahim Traoré, en observant les progrès réalisés, ne cherchait pas à célébrer un quelconque triomphe. Il savait que l'objectif n'était pas d'imposer une victoire éclatante, mais de restaurer un sens de sécurité discrète et durable au sein de la population. Les communautés, autrefois marquées par la violence et la négligence, se retrouvaient maintenant avec un nouveau modèle de gouvernance fondé sur la vigilance collective et la responsabilité partagée. Awa, en retour à Gawa, se souvenait des moments passés à suivre les convois suspects, à écouter les silences lourds des chauffeurs. Elle pensait à l'impact que cela avait eu sur les jeunes de la région, ces jeunes qui auparavant auraient été tentés de rejoindre les réseaux de contrebande. Il y avait, dans les rues de Ouagadougou, un sentiment palpable que la routine n'était plus la même. Le pays n'avait pas seulement réussi à tenir sa frontière, il avait rétabli une certaine forme de dignité et de contrôle. Les jeunes s'engageaient maintenant dans des activités civiques, les marchés se remplissaient de produits légaux et la confiance dans les autorités renaissait. Ibrahim Traoré, lui, ne montrait aucune joie publique. Il observait simplement les signes de transformation, tout en restant discret sur les succès. Son rôle avait été de créer les conditions pour que ces changements se produisent, mais le véritable travail était fait par ceux qui avaient accepté de se lever, jour après jour, pour protéger ce qui leur appartenait. La ligne qu'ils avaient tenue n'était pas simplement une ligne sur une carte, mais une promesse de préserver l'intégrité du pays. C'était une promesse de ne pas fermer les yeux, de ne pas se laisser endormir par la routine. Et cette promesse avait été tenue, non pas par la force, mais par la détermination collective. Ce fut un moment marquant pour toute la nation, un moment où chacun a compris que la sécurité, la souveraineté n'étaient pas de vains mots, mais des actions quotidiennes portées par la communauté. Le pays avait traversé une épreuve, mais il en était sorti renforcé. Ibrahim Traoré, en observant le chemin parcouru, savait que ce qui avait été accompli ne se mesurait pas uniquement en termes de contrôle des frontières ou d'interception de cargaisons. Ce qui comptait vraiment, c'était la transformation silencieuse qui avait eu lieu dans les cœurs et les esprits des citoyens. Le sentiment de responsabilité partagée s'était enraciné dans chaque village, chaque marché, chaque famille. La sécurité n'était plus perçue comme un simple ordre imposé d'en haut, mais comme une mission collective. Dans les communautés rurales, une vigilance renouvelée se manifestait dans des gestes quotidiens, un regard attentif, une oreille tendue, une volonté de signaler ce qui semblait suspect. Les les jeunes, autrefois perdus dans des réseaux de contrebande, s'étaient redirigés vers des voies légales, contribuant ainsi à une économie plus stable. Dans les villes, un changement tout aussi significatif s'était produit. Les marchés, désormais moins saturés de produits illicites, retrouvaient une certaine régularité. Les entreprises prospéraient à nouveau et les citoyens, qui avaient longtemps douté de l'efficacité des institutions, retrouvaient peu à peu confiance en leur gouvernement. La route à suivre restait encore semée d'embûches, mais la nation avait désormais compris que la sécurité ne se décrétait pas. Elle se construisait jour après jour dans l'engagement des uns et des autres. Ibrahim Traoré savait que ce n'était qu'un début, mais c'était un début significatif. Le pays ne regarderait plus jamais ses frontières de la même manière. Ce que nous avons protégé, avait-il dit, ce ne sont pas des lignes sur une carte, mais des vies, des rêves et une nation qui refuse de se laisser envahir.